Des Russes fidèles à eux-mêmes, alors que Kiev a ces dernières heures lancé plusieurs attaques de drones sur la Russie, 447 au total, touchant d'ailleurs notamment hier une grande usine de câbles optiques, la plus grande du pays. Moscou a donc décidé une nouvelle fois cette nuit de frapper la capitale ukrainienne à l'aide d'un missile balistique, faisant 2 morts et plusieurs blessés parmi la population. Regardez ces images. Alors officiellement, c'est demain que débute le cessez-le-feu autoproclamé par Vladimir Poutine. 3 jours pour éviter que l'Ukraine ne vienne perturber les cérémonies du 9 mai et accessoirement son sacre, ses 25 ans à la tête du pays. On va retrouver Gwendoline de Bono à Kiev. Bonjour Gwendoline, merci d'être avec nous. Une nuit encore difficile que vous avez vécue. Illustration d'ailleurs de cette tension qui pourrait se renforcer dans les prochains jours. Oui, cette nuit, aux alentours d'1h du matin, on a entendu de très fortes explosions ici dans le centre de Kiev, peu après avoir reçu une alerte sur nos téléphones portables qui indiquait l'arrivée potentielle de missiles balistiques sur la capitale. La défense aérienne a fonctionné toute la nuit. Des débris de roquettes qui sont tombés sur des quartiers ont provoqué des débuts d'incendie. Plusieurs drones ont également frappé des immeubles résidentiels dans la capitale. 2 personnes sont mortes et 8 ont été blessées, dont 4 enfants. Ce matin, les attaques de drones continuaient. Il semble que ce soit terminé. Et c'est vrai qu'on sent depuis notre arrivée qu'il y a de plus en plus d'attaques sur les villes. L'Ukraine également, de son côté, lance des attaques de grande ampleur sur la Russie et sur les territoires occupés comme la Crimée. On sent vraiment qu'on est dans cette dynamique qui prévaut avant un cessez-le-feu, même si techniquement il n'y a aucun accord entre les parties sur un cessez-le-feu, puisque la Russie reste sur son cessez-le-feu de 3 jours, le temps des commémorations, quand l'Ukraine insiste toujours sur un cessez-le-feu complet d'une durée de 30 jours. Merci beaucoup Gwendoline d'avoir été avec nous. Quand je vous disais que les Russes sont fidèles à eux-mêmes, vous allez le voir, c'est une information qui nous est parvenue quelques minutes avant le début de cette émission. Au début, il s'agissait de rumeurs, de discussions sur des réseaux sociaux de 1000 blogueurs russes. Et puis ça a été repris, vous allez le voir, par le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. Eh bien voilà les menaces de Moscou. En cas d'attaque ukrainienne, le 9 mai sur la Russie, le pays riposterait en utilisant une arme miracle. Le terme a son importance puisque c'est le terme qui a été utilisé par Vladimir Poutine pour désigner ce qu'il nomme la petite merveille, l'arme miracle, le fameux missile balistique Orychnik. La cible, bien évidemment, vous le voyez, ça pourrait être la capitale Kiev, une arme pouvant d'ailleurs être dotée de têtes nucléaires. En novembre dernier, c'est la première fois, vous allez voir les images, que ce missile a été utilisé par les Russes, un Orychnik, une usine avait frappé la ville de Dnipro. Une arme jamais utilisée sur un théâtre de guerre qui, normalement, quand on l'emploie, on doit prévenir ses adversaires parce qu'il y a possibilité de nucléaire. C'est ce qu'avaient fait d'ailleurs à l'époque les Russes. Ils avaient prévenu les Américains. Écoutez ce que disait Vladimir Poutine de ce missile particulier. Nous avons le système de missiles Orychnik. Et pas seulement un système. Nous ne sommes pas pressés de les utiliser, car ces armes sont puissantes et conçues pour résoudre certaines tâches. Nous avons commencé la production en série et nous produisons maintenant la quantité nécessaire dont nous avons besoin. Et nous en placerons également quelques-uns sur le territoire bélarusse. Nous agissons de manière systématique. Alors, Magali, voilà les Ukrainiens prévenus. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de frapper Moscou le 9, on en reparlera, mais l'utilisation par la Russie de la menace Orychnik. Il faut dire que celle-là, elle peut calmer certaines ardeurs. Alors d'abord, je tiens juste à préciser que c'est le chef de cabinet de Zelensky qui dit que cette menace planerait au-dessus de l'Ukraine. Il n'y a pas de confirmation officielle du côté russe. Ce sont en effet des des blogueurs militaires russes qui ont commencé à faire monter cette affaire-là, cette menace-là sur les réseaux.
ça montre l'extrême quand même fébrilité de la Russie avant ce 9 mai et ce grand défilé sur la place rouge. Agiter la menace de l'Oreschnik, c'est vraiment essayer de montrer que la Russie est capable de monter d'un cran supplémentaire si les Ukrainiens venaient à perturber ce grand jour de la victoire qui va être célébré en grande pompe à Moscou. Il est certain qu'en novembre dernier, quand les Russes ont utilisé l'Oreschnik, ça avait créé la stupéfaction. Ils l'avaient utilisé à Dnipro sur une usine d'armement ukrainienne. Et c'est vrai que déjà, on ne savait pas véritablement... On ne savait pas ce que c'était à l'époque. Ce que c'était, on ne savait pas que les Russes en avaient. Et puis, c'est là, vrai on voit les débris, d'ailleurs. Voilà, et c'est vrai que c'est un missile à balistique à portée intermédiaire qui peut porter le nucléaire. Donc c'était vraiment un signal extrêmement menaçant de la part de la Russie. Et c'est ce signal très menaçant encore aujourd'hui qui est manifestement brandi. En tous les cas, c'est comme ça que le perçoivent les Ukrainiens qui donc relaient cette menace et cette crainte qu'ils ont aujourd'hui. Thomas, vous partagez l'analyse de Magali. Faut-il être fébrile du côté de Moscou pour utiliser une telle menace et vouloir préserver ce qui est un sacre, Il y a les 80 ans, bien évidemment, de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Mais il ne faut pas oublier, il y a les 25 ans au pouvoir de Poutine. Et puis, on en reparlera tout à l'heure. Il y a du beau monde, en tout cas, à la tribune, à côté du président russe. Oui, je pense que c'est assez bien vu pour deux raisons. D'abord, parce que on est dans ce contexte d'une trêve qui est autoproclamée, qui est assez opportune et qui doit quand même être un peu menaçante. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas... doit maintenir une forme d'ascendant sur l'Ukraine dans ce temps du 9 mai avec de nombreuses visites diplomatiques, notamment celle du président chinois. À ce moment-là, je dis trêve opportune parce que précisément, elle a été autoproclamée, c'est-à-dire on est dans cette logique où Poutine rejette les propositions apportées par les États-Unis et en même temps déclare qu'il est capable de faire une trêve tout seul dans son coin, donc non négociée. Opportune, pourquoi ? Parce que il faut à la fois préserver l'apparence chinoise d'une puissance médiatrice. Il ne faut pas hystériser la relation avec le conflit avec l'Ukraine dans le moment où le président chinois est présent, qui doit préserver son aura de médiateur. Et en même temps, il faut pouvoir continuer à alimenter le narratif selon lequel, au fond, la Russie se défendrait contre une forme d'agressivité à ses frontières. C'est tout le narratif de l'Ukraine nazie à ses frontières, qui est particulièrement important au moment de ce 80e anniversaire de la grande victoire patriotique. Et comme il fallait une trêve pour pouvoir habiller cette séquence-là, il ne faut pas non plus se désarmer avec une trêve. Et donc pouvoir faire par des canaux détournés, comme les milblogger, c'est très important d'analyser les canaux par lesquels cette menace est passée et par lesquels elle est perçue du côté ukrainien. Ces canaux montrent que la Russie, affichant une trêve, doit rester capable d'afficher aussi une forme de pression, parce qu'elle a subi des attaques de drones, notamment sur Moscou, et qu'elle ne peut pas se permettre, dans ce moment extrêmement sensible sur le plan de sa sécurité, subir la moindre faille. Alors ça, c'est très intéressant, parce que dans le communiqué ou dans les communiqués qui sont parvenus depuis Moscou et donc étayés par le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, on ne parle pas du terme Oreschnik, on désigne l'arme miracle, c'est-à-dire qu'on reprend la formule de Vladimir Poutine. C'est quand il était en totale confrontation, quand il parlait de l'OTAN, quand il parlait des États-Unis. C'était bien avant ses relations nouvelles avec le président américain. Mais il y a quand même une forme de disproportion du côté russe. C'est sûr que l'arme ultime, l'arme suprême, c'est compliqué. Pas certain d'ailleurs que ce soit apprécié du côté de Washington. Je pense qu'à l'avant-veille de ce grand défilé sur la place rouge, que Poutine souhaite grandiose, il faut bien distinguer deux choses, les actes et les mots. Les actes, vous l'avez dit, Kiev encore bombardé cette nuit, les Russes, chaque nuit, continuent de frapper des villes ukrainiennes, et de l'autre côté, les Ukrainiens multiplient les attaques de drones en direction de la Russie pour montrer qu'à 48 heures du défilé, ils sont capables... Plus de 400 en une nuit. Ils sont capables de lancer encore des vagues massives de drones, et encore une fois, on est à 48 heures du défilé. Ça, c'est les actes. Ils sont indéniables, et notre envoyé spécial, Gwendoline de Bono, nous le racontait très bien à l'instant. Après, il y a les mots et les menaces qui, effectivement, sont diffusées par différents canaux. Hier ou avant-hier, Christophe, vous nous diffusiez ces vidéos réalisées par intelligence artificielle et diffusées par les
Ukrainiens qui disaient... La destruction de la place rouge. La place rouge va être détruite, les blindés russes vont exploser grâce à une armée de drones qui va s'abattre. Donc ça, c'est de la communication pour évidemment faire peser, faire planer une menace sur ce qui va se passer vendredi matin à Moscou. Et puis de l'autre côté, il y a les mots avec cette menace du missile Orychnik, qui encore une fois c'est pas le Kremlin qui dit on va en cas d'attaque utiliser Orychnik, mais par des canaux un peu détournés, on laisse diffuser cette idée. Et là, c'est une bataille de communication, j'ai envie de dire, entre les deux camps, à l'approche d'un rendez-vous qui est très important pour les Russes et qu'évidemment les Ukrainiens pourraient souhaiter perturber, ça on le saura vendredi.